Salut l'investisseur malin, j'espère que tu es en forme, ravi de te retrouver ce soir puisque comme tu le constates, je fais une vidéo en nocturne aujourd'hui. La journée a été très bien remplie, je me retrouve à Cannes dans un des appartements que j'exploite en location courte durée et j'ai eu l'occasion ici, à cet endroit même, de faire deux interviews incroyables d'entrepreneurs de grande expérience. Et ces vidéos, je te les partagerai bien sûr sur la page des investisseurs malins, donc je t'invite pour commencer à t'abonner à la chaîne YouTube et aussi, bien entendu, à nous rejoindre sur Instagram ou Facebook, notamment sur Instagram où je partage du contenu vraiment au quotidien, où on a la communauté la plus active. Mais voilà, donc ces vidéos que j'ai faites aujourd'hui pour ces interviews, tu les retrouveras. Alors peut-être que certaines seront sorties avant cette vidéo-là, peut-être d'autres après, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que bien sûr, tu puisses t'enrichir de ces vidéos en termes de connaissances. Autre point important, je commence toujours par là, je t'invite également à aller voir sur le site internet Les Investisseurs Malins. Je te fais un petit cadeau. Si tu me découvres pour la première fois, tu peux en bénéficier, notamment si tu souhaites gagner ta liberté financière et choisir ta vie. Je t'invite à aller regarder ça. Allez, sans plus attendre, on continue la série de vidéos sur le cas de Monsieur et Madame X. Et là, on arrive bientôt à la conclusion, puisqu'on a vu toutes les fiscalités qui peuvent s'appliquer à un bien immobilier au travers toujours du même exemple d'un même bien immobilier. Et là, la question qu'on pose ce soir, c'est à quel moment est-ce qu'on peut décider s'il est opportun de vendre un bien immobilier pour en récupérer les fruits, le cash, c'est-à-dire parfois les années d'investissement qu'on a mis dedans, à la fois en termes d'argent, d'énergie, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que je constate qu'il y a assez peu d'investisseurs finalement qui se posent cette question-là, ou parfois trop tard. Certainement parce que l'immobilier, il y a toujours un petit peu d'affectif avec, c'est-à-dire que quand on a investi, et encore plus quand on a mis soi-même la sueur de son front, on a fait les travaux, etc., on a toujours un peu de mal à se séparer des biens immobiliers parce qu'on y a un attachement particulier. Pourtant, lorsqu'on fait les calculs, parfois c'est opportun de le faire. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux déterminer si il est opportun de vendre ton bien immobilier, à quel moment tu pourras le faire. Donc le cas de Monsieur et Madame X, je refais un petit retour en arrière, c'est toujours pareil. On était sur un bien immobilier, c'est particulier parce que Madame avait reçu ce bien-là en héritage. Et dans ces cas-là, paradoxalement, certains investisseurs ou héritiers, dans le cas présent, se posent encore moins cette question. Ce qui est étonnant parce que finalement, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire est-ce que ça vaut le coup que je récupère le cash pour faire autre chose? Mais lorsqu'on a reçu un héritage, c'est vrai qu'on se dit je vais le mettre en location, je vais retirer un revenu complémentaire, donc ça peut être que du bonus. Et on ne se pose pas la question de calculer véritablement la rentabilité qu'on peut espérer de ce capital. Bon, même si Madame X avait reçu ce bien en donation, on était parti du principe sur les différents épisodes que la valeur de ce bien immobilier, en tout cas la valeur d'ailleurs qui était estimée au moment de la donation de ce bien, c'était 120 000 €. Et comme tu me regardes et que toi, comme la plupart d'entre nous, on n'a pas la chance de recevoir des héritages, on s'est dit, est-ce que ce bien-là, finalement, par rapport au loyer que Monsieur et Madame X en retirent, il aurait été rentable si on avait dû l'acheter 120 000 € et qu'on avait en plus dû ajouter à cela tous les frais annexes qu'on a lorsqu'on fait l'acquisition d'un bien immobilier. Et on était arrivé à la conclusion que la valeur de l'actif, en tout cas le prix qu'on en a payé, c'était 137 900 €, c'est-à-dire 120 000 plus tous les frais liés aux frais d'acte, aux frais de garantie si on avait fait un emprunt, etc. Donc on est vraiment parti de l'hypothèse que ce bien immobilier, il fallait l'acquérir aussi à crédit. Alors pour simplifier l'explication sur la revente, je vais repartir du principe qu'il n'y avait pas forcément des frais bancaires, mais ce n'est pas grave, on va quand même pouvoir comprendre la mécanique. Donc premièrement, il faut toujours pareil calculer le rendement locatif. Alors le rendement locatif sur ce bien, on l'avait vu, Monsieur et Madame X, ils en retirent un loyer annuel. Aujourd'hui, je t'écris en live un loyer annuel qui était de 9 600 €
par an. Et si tu fais le calcul, 9 600 € divisé par 137 900, ça nous fait ce qu'on appelle une rentabilité brute de 6,90%. Alors certains diront que c'est beaucoup, pas beaucoup, peu importe. On n'est pas là pour juger aujourd'hui, enfin là tout de suite, en tout cas à ce stade-là, de juger de la rentabilité brute, puisqu'en fait on s'en fiche. Encore une fois, ce qui compte, c'est la rentabilité nette. Et bien souvent, c'est là que la première erreur des investisseurs débutants, c'est qu'ils s'arrêtent à la renta brute, c'est-à-dire 9 600 divisé par le prix. Et en fonction de l'appréciation et de l'objectif qu'on s'est fixé en termes de rendement, on se dit c'est bien, c'est pas bien. Mais en réalité, on l'a vu, sur ce bien-là, même si monsieur et madame X ont relativement peu de charges, parce qu'ils font la gestion eux-mêmes, etc., donc ils n'ont pas, par exemple, de frais d'agence particuliers liés à la gestion locative, pour autant, ils ont ce qu'on appelle des charges d'exploitation. Et on a vu que dans le cas de monsieur et madame X, c'est à peu près 1 000 € par an. Alors, dans ces 1 000 €, finalement, il y avait uniquement la taxe foncière et un peu de frais de gestion quand même, d'assurance, etc. Donc ça veut dire que déjà, on fait ce qu'on appelle ici le calcul du rendement net. Le rendement net, c'est le loyer annuel moins les charges. Donc le rendement net, c'est 8 600 € divisé par le prix d'achat. Déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose. On tombe, si tu fais le calcul, sur ta calculette, tu fais 8 600 divisé par 137 900 et tu verras que tu obtiendras 6,23% de rentabilité nette. Je vais écrire ici. De rendement net. Rendement net de charge. On a dit 6, j'ai un petit cahier là sur le côté, je vérifie que je ne dis pas n'importe quoi. 6,23. Mais même ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le double net, voire le triple net. Si tu es un investisseur et que tu as fouillé des vidéos, etc., tu as certainement entendu parler du rendement double net ou triple net. Alors certains s'arrêtent au double, d'autres s'arrêtent au triple. Le plus souvent, quand on dit double net ou triple net, c'est qu'on a fait les charges d'exploitation et ensuite on a également retraité, c'est-à-dire retiré la fiscalité qui est associée à ces revenus locatifs. Certains disent triple net parce qu'en fait, ils rajoutent encore une couche en disant que si on devait être tout à fait juste et si on devait notamment le comparer à un placement financier où finalement on a peu d'aléas, peu de charges sur le rendement financier, pour être tout à fait juste dans un bien immobilier, il faudrait aussi ajouter ou plutôt retirer une provision pour travaux parce qu'on sait que quand on conserve un bien immobilier, de temps en temps, il va falloir faire des petits travaux. Il y a ça, il y a aussi le risque de vacances locatives, c'est-à-dire lorsque de temps en temps, il y a un locataire qui s'en va, il arrive qu'on n'en ait pas un tout de suite, etc. Donc, si on se retrouve avec un mois de loyer en moins de temps en temps ou des petits travaux de temps en temps, pour être juste, il faudrait encore retirer peut-être 10% du loyer annuel pour tenir compte de ces risques-là. Mais pour rester simple, on va juste faire les charges d'exploitation et on retraite la fiscalité pour avoir ce qu'on appelle le double net, rendement double net. Et on va voir ce que ça donne. Ce sera l'occasion de faire un petit résumé des vidéos qu'on a fait jusque-là. Tu l'as compris, le double net tient compte de la fiscalité. Donc là, je te l'écris, comme ça tu t'en souviendras, moins la fiscalité. Et la fiscalité sur un bien immobilier, il peut y en avoir beaucoup. Et on a vu que sur un bien exploité en nom propre, il y avait 4 fiscalités possibles. Je ne reviens pas dans le détail, mais je vais t'énoncer les chiffres comme ça assez rapidement. Comme ça permettra de faire un résumé. Donc si je tiens compte des charges et de la fiscalité, je regarde mon petit cahier là-bas. Pour ce qui était du régime microfoncier, ce qui était un premier statut, on avait 3 172 € d'impôts à payer sur les revenus locatifs, puisque monsieur et madame X sont dans une tranche marginale d'impôt à 30%, plus les prélèvements sociaux, ça fait un paquet d'impôts. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut absolument pas oublier de tenir compte de la fiscalité pour calculer quel est son vrai rendement net, le fameux double net. Et dans ce cas-là, alors je le lis, ça fait
3,93% de rendement net, double net. Si on prenait le régime réel des revenus fonciers, c'est-à-dire la location nue, et bien là on avait, accroche-toi bien, 4060 € d'impôts à payer sur 9600 € de revenus, en tenant compte quand même des charges qui avaient été déjà déduites. Donc là, finalement, ce qui nous reste dans la poche vraiment en tenant compte de cet impôt, ben, c'est plus que 3,23% de rendement sur la valeur de l'actif. Donc là, ça commence, finalement, on peut se demander, tu comprends où je veux en venir certainement, on peut se demander si ça vaut le coup de le garder quand on a un rendement qui commence à devenir quasiment équivalent à un rendement sans risque sur un placement. Ensuite, on avait vu la fiscalité du régime micro-BIC. Donc là, c'est pour la location meublée, mais au régime micro, où on a un abattement forfaitaire. On avait vu que c'était un peu plus intéressant, puisqu'on paye que 2266 € d'impôt dans le cas de Monsieur et Madame X, et ça donnait un rendement double net de 4,59. Là, déjà, ça commence à être un peu plus difficile de trouver le même rendement en placement financier, entre guillemets, sans risque, même si l'immobilier aussi comporte des risques, mais c'est vrai que c'est moins violent en termes de risque que les fluctuations d'un placement boursier. En tout cas, avoir 4,5 sans risque en placement, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et au régime réel, grâce aux amortissements, si tu te souviens, le régime réel BIC, grâce à l'amortissement, on payait que 1284 € d'impôts et ça donnait 5,30, enfin ça donne du coup 5,30 de rendement net. Alors je vais garder ça en mémoire, puisque un investisseur aguerri qui aurait du coup choisi le bon régime fiscal, c'est-à-dire dans ce cas-là le BIC réel, il se dit 5,30 net, finalement c'est pas si mal, bon, surtout que dans ce cas-là j'ai même pas d'emprunt et tout, donc si je vends mon bien 137 000 €, quelle chance j'ai de trouver un placement qui rapporte 5,30 sans trop de risques? Aujourd'hui, c'est difficile. Donc là, l'investisseur se dit, j'ai intérêt à le garder. Et là, et c'est vraiment exactement ici que je veux en venir dans cette vidéo, je veux t'expliquer que même ce raisonnement-là, c'est une erreur, à mon avis. Pourquoi? Parce que on commet l'erreur de baser tout son calcul sur son prix d'achat à nous, ou la valeur estimée parfois 10 ou 15 ans en arrière, notamment lors d'une succession. Évidemment, c'est un mauvais calcul puisque il y a de fortes chances pour que la valeur du bien immobilier ait évolué. Alors on va partir du principe qu'il a évolué à la hausse. Et en tout cas, c'était vraiment ça. C'est le cas de Monsieur et Madame X, en l'occurrence. Eux, ils se disent c'est pas si mal parce que on l'avait hérité, enfin, il nous avait été transmis pour une base de valeur qui correspondait à ça. Donc, le rendement est pas mal. Sauf que dans la foulée, il m'explique que ce bien immobilier, on leur en a proposé assez récemment 200 000 €. Et oui, parce qu'en fait, c'est une maison. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, pourquoi est-ce qu'un investisseur, un nouvel acquéreur serait prêt à payer aussi cher? Parce qu'en réalité, c'est un profil de bien immobilier qui s'apparente plus à une résidence principale, une maison. Donc là, il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher sur le marché pour vivre dans ce genre de logement. En revanche, on voit bien que si on achète ce bien-là 200 000 €, ça n'a aucun intérêt de l'exploiter avec un rendement locatif, puisque là, ce serait très très faible. Alors, je vous ai fait le calcul pour l'exercice. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je ne redétaille pas tous les régimes fiscaux, mais là encore, on va partir du principe que le bon régime fiscal aurait été adopté, c'est-à-dire le BIC réel, qui serait le plus avantageux. Donc, sur une base de 200 000 €, c'est-à-dire le prix qu'on a proposé à Monsieur et Madame X pour racheter cette maison, eh ben, le rendement double net, c'est-à-dire même avec le meilleur régime fiscal, il tombe à 3,66%. Rendement double net. Et du coup, forcément, quand on constate qu'on a seulement ce rendement-là,
alors qu'on se donne de la peine et qu'on ne va pas se mentir sur un bien immobilier, il y a quand même de temps en temps des petits soucis, des petites urgences, des travaux à faire, des petites galères à gérer le week-end avec des locataires ou autres. Eh ben, l'investisseur qui prend conscience qu'il n'a que 3,66 de rendement s'il prend une nouvelle base de calcul par rapport à la valeur de marché d'aujourd'hui, eh ben, des fois ça ne vaut pas le coup de se donner la peine. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, ok, ça vaut le coup d'encaisser 200 000. C'est-à-dire, je rappelle quand même qu'ici, dans le cas présent, 200 000, ça représente l'encaissement de plus de 20 ans de loyer d'un coup. Et en plus de ça, si je prends ces 200 000, avec ce rendement de 3,66, il existe aujourd'hui des solutions sur le marché sans prendre trop de risques pour le placer dans un autre investissement plutôt de type financier, ou parfois il y a d'ailleurs des investissements qui permettent de mixer le financier et l'immobilier, qui permettent d'atteindre au moins ce même rendement net de toute fiscalité et sans aucune contrainte, c'est-à-dire en délégation totale de gestion, etc. Donc voilà pourquoi il est important de refaire fréquemment ce calcul-là pour voir est-ce qu'il est intéressant de revendre son bien immobilier à un moment donné. Donc je termine ici et pour la prochaine vidéo, il fallait bien qu'il y ait encore une petite complexité supplémentaire. Là aussi, si je voulais être tout à fait juste, il y a un élément très très important à prendre en considération avant de tirer cette conclusion, c'est la plus-value. Est-ce qu'il y a de la plus-value? Comment fonctionne la plus-value? Comment elle se calcule en fonction des différents régimes fiscaux qu'on a pu avoir auparavant? Je te le réserve pour la prochaine vidéo, ce qui permettra ensuite de tirer de nouvelles conclusions à nouveau. Mais c'est ça qu'il faut savoir faire pour prendre les bonnes décisions. J'espère que ça t'a aidé. Mets-moi un petit pouce et surtout laisse-moi des commentaires si tu as des questions. Je me fais toujours un plaisir de te répondre et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Garde à l'esprit que ma mission, c'est de t'aider à devenir plus intelligent avec ton argent. Allez, ciao, ciao.